Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Game sur votre chaîne de report de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Pride pour continuer la série de vidéos commencée Warhammer Age of Sigmar. On est toujours dans l'ordre, les gentils qui laissent les toilettes propres derrière eux, et on continue dans cette lignée avec les Fyreslayers. On est sur une des dernières factions héritières de Warhammer Battle avec le peuple des nains, des Duardins, en tout cas là des Fyreslayers. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux au niveau de leur fluff et de leur gameplay? Alors, retour à l'âge des mythes, où Sigmar va demander à Grimnir, donc le dieu de la guerre des nains, donc ça aussi c'est un héritier du vieux monde de Battle, d'aller combattre le dieu zodiacal Vulcatrix, donc la mère des salamandres, combat que Grimnir va accepter, qui va réussir à remporter en y laissant la vie. Et en fait, ses descendants... Il n'a pas vraiment gagné. Quelque part, elle n'est plus là, donc il a un peu gagné. C'est une victoire à la Pyrrhus. Donc, les cultes des loges des Fyreslayers sont intimement persuadés que Grimnir, au moment de sa mort, a implosé en une infinité de fragments d'Ur-Or, que s'ils arrivent à retrouver l'intégralité de cet Ur-Or, donc c'est un or que seuls les Fyreslayers arrivent à distinguer de l'or classique, ils arriveront à ressusciter leur dieu. Donc en fait, c'est un culte religieux basé sur une seule mission, ramener notre dieu à la vie en récupérant tous les fragments d'Ur-Or. Comme ils n'arrivent pas forcément à identifier cet Ur-Or à travers 8 royaumes, ils se disent que gagner énormément d'or permettra, certainement dans les paiements qu'ils vont recevoir, de trouver un peu d'Ur-Or. Donc ce sont des mercenaires, pour certaines des loges qui ne travailleront que pour des armées de l'ordre, pour d'autres, quelque part, peu importe l'employeur, tant que le paiement est bon, donc ils peuvent très bien travailler pour des armées de la destruction, de la mort, voire même parfois du chaos, ce qui est un peu contre nature, ce qui fait qu'il y a quand même des petits bisbilles entre les loges, on va dire, sur la politique éthique du mercenariat. Tu quittes un peu l'aspect tueur, en fait. Ce ne sont pas des nains déshonorés qui ont raté leur vie et qui vont racheter leur serment en allant mourir. Ce sont des mercenaires qui vont combattre pour gagner de l'or, trouver de l'Ur-Or et ramener leur dieu à la vie. Ok, et ensuite en termes de gameplay, alors si c'est pas des tueurs? Alors en termes de gameplay, on va retourner pour que sur les tueurs, ce sont des armées d'infanterie, vous n'avez pas de cavalerie, et à part les personnages qui peuvent monter sur des monstres, ce n'est que de l'infanterie à pied, armée de haches, combattant sans armure, et rushant vers l'adversaire pour essayer de lui faire le plus mal possible au corps à corps. Même si vous avez quelques unités qui vont tirer, vous n'avez quand même qu'un gameplay principal qui est le combat au corps à corps, donc vous allez principalement jouer sur les phases de mouvement, parce que même si vous avez des petites jambes, ça reste des bons sprinters, il y a beaucoup de choses à faire en phase de mouvement. Pas de magie, ça reste des nains, mais des prêtres, donc ceux qui dirigent en fait le clergé et la vénération de Grimnir, qui ont accès à des prières très intéressantes, qui vont contrebalancer la relative mobilité faible de leur mouvement de 4 avec des courses et charges ou avec ce genre de choses, et également un gameplay très intéressant et évolutif via l'activation des runes d'Ur-Or qui se graffent dans la peau pour communier avec leur dieu, et quand leur fureur en fait devient incandescente, les runes se mettent à luire, ce qui leur donne différents bonus. Taper plus fort, taper plus fort, taper plus fort, courir plus vite pour aller taper plus fort. Et c'est ce qui va faire justement le plaisir de jouer cette armée, c'est juste comment est-ce qu'on va choisir d'activer ces runes, tu vois, sur la mobilité, sur le fait de taper plus fort. On a aussi un principe de pouvoir critiquer, c'est-à-dire au moment où on va déclarer l'utilisation d'une rune sur l'intégralité de son armée, on va jeter un dé, et dépendamment du résultat et aussi justement des améliorations qu'on a eues sur notre général, on pourra décider de critiquer ou pas. On va aussi avoir à l'intérieur justement de l'armée du charisme avec des personnages qui vont être des vrais cogneurs, et notamment le berserker qui va tout simplement avoir un sarment et qui, dépendamment de celui que vous allez choisir au moment où vous allez recruter ce petit gars, va en permettre justement d'en faire soit un gros ton, soit lui un vrai sprinter. En tout cas voilà, c'est ça qui va faire justement le sel de cette armée là, c'est le corps à corps avec des actions un petit peu d'éclat pour des duellistes, ou alors tout simplement des gros packs qui vont rentrer dans l'adversaire pour le découper. Pour maintenant parler des avantages et des inconvénients de l'armée, qu'est-ce que tu vois toi? Alors, avantage principal, déjà pour ceux qui aiment les nains, c'est que vous avez quand même toute la culture naine qui transparaît dans ce Battle Tome-là, pas de magie, on va taper au corps à corps, des tactiques secondaires et tertiaires, vraiment intéressant sur le fait de quelque part solder des rancunes en les tuant le personnage, en lui balançant des haches, des personnages qui sont extrêmement intéressants à jouer aussi, notamment le Grimbrass Berserker avec toutes les optimisations que tu peux lui faire, beaucoup de choix à faire sur les artefacts, les traits de commandement, il y a plusieurs optiques à ce niveau-là qui induisent, on va dire, une rejouabilité dans les choix que vous allez faire au niveau des optimisations, et on va arriver sur la petite doléance maintenant, c'est que cette rejouabilité, vous allez quand même peu la retrouver au niveau du gameplay, parce que la plupart des listes vont finir par se ressembler, dans le sens où vous avez quand même assez peu d'entrées dans le Battle Tome, et que la plupart sont des petits nains avec des haches qui vont aller combattre au corps à corps. Vous avez certes une unité de tir, un autre build de liste potentiel, parce que après s'être entretués, on va dire les fondateurs des deux races ont fini par éprouver du respect pour l'autre, donc maintenant les Fyreslayers ont réussi à dompter les enfants de Vulcatrix, donc les Magmadros. Donc tu peux avoir des listes avec une loge basée sur les Magmadros, qui est un build qui est fort et intéressant à jouer, mais en dehors de ce build-là, tu
peux pas, par exemple, faire des armées basées sur la magie, tu peux pas faire des armées basées sur le tir, tu vas te retrouver avec des hordes d'infanterie, parce que tu n'as quasiment que ça dans les unités, c'est-à-dire des unités d'infanterie, qui vont aller se battre au corps à corps. Et sur les 3 loges qui va rester, quand on oublie l'Ofnir, donc basé encore une fois sur les Magmadros, tu en as 2 qui sont réellement intéressants. Donc une qui va permettre d'optimiser plus tes personnages en ayant plus d'artefacts, parce que ils se font aussi payer en artefacts, donc ils s'en équipent bien. Et Vostar, qui est la loge archétypale principale, qui va buffer une unité. La dernière, c'est Heimdall. Elle était très forte avant, elle a été un peu mise en retrait dans ce Battletop, et elle n'induit aucun gameplay réellement intéressant. Donc la petite doléance que tu peux avoir, c'est peut-être un manque de rejouabilité, parce que t'as pas non plus énormément de fiches d'unités, et en dehors du build basé sur les Magmadros, tu vas plus ou moins toujours jouer la même liste. Yes, et bien finalement, est-ce que ça rejoint un peu aussi une autre doléance, c'est par rapport au modélisme, c'est-à-dire que finalement, on va avoir un peu l'impression de peindre tout le temps la même figurine, puisque c'est un petit mec, attention, hein, il a des très belles miches, mais à côté de ça, c'est les mêmes miches qu'on va peindre tout le temps. Et donc, c'est un petit peu la doléance qu'on a, c'est qu'on va se retrouver à peindre, même en 1000 points, entre 30 et 50 figurines, voire 60, 70, 90, si on veut jouer en 2000 et qu'on veut vraiment faire une espèce d'armée de horde de petits nains tueurs, même si ça n'en est pas vraiment, et ben on va peindre tout simplement, potentiellement, 180 miches. Ouais, faut se préparer à peindre de la peau, des haches, de la barbe et des crêtes. Hein. À part les Magmadros, en termes de modélisme, vous avez rien d'autre. Et donc, effectivement, les 2 aspects modélisme et rejouabilité du gameplay sont un peu limités par le faible nombre d'entrées. Yes. Après, attention. Déjà, en termes de modélisme, libre à chacun. Moi, je sais que j'ai fait une armée avec inspirée de trolls, c'est-à-dire que chaque escouade a des cheveux d'une couleur différente. Non, mais c'est mignon. Il suffit d'avoir un délire et ça va vous inspirer pour toute une collection. Et en termes de gameplay, il y a aussi il y a des micro-subtilités. T'as parlé, justement, des différents artefacts et ainsi de suite. C'est vrai. Mais on va aussi, par exemple, avoir des petits personnages qui vont être capables, justement, de compter le nombre de morts pour débloquer des bonus. Et ça, en termes de gameplay, ça ouvre aussi, d'un point de vue purement intellect, un vrai jeu de réaction par rapport à son adversaire. Ça, on peut en parler. Bien sûr, il y a les actions héroïques qui vont être très importantes. Les personnalisations au niveau des optimisations, il y a beaucoup de bonnes optimisations et il y a 2 grandes familles d'optimisation classiques. Vous avez ce qu'on appelle les bonus que vous allez donner à tous vos compagnons. Donc, c'est ce qu'on appelle les personnages totems, les buffers, qui sont là pour faciliter le critique sur vos runes. Vous faire une unité va tanker mieux, va taper plus vite, va se projeter plus vite. Et l'autre famille, c'est, on va dire, faire de votre personnage une vraie meule au corps à corps. Et assez souvent, on dit il vaut mieux optimiser tout le monde plutôt que d'en buffer un seul. Et c'est un des rares Battletop où on voit que les armes sont monstrueuses. Tu peux faire un perso qui tank extrêmement bien, qui frappe extrêmement fort. Donc c'est intéressant à ce niveau-là aussi quel est votre choix. Des hordes d'infanterie buffées par des personnages ou des hordes d'infanterie un peu moins nombreuses avec des vrais personnages qui vont vous représenter sur le champ de bataille, qui vont tanker très bien ou taper très fort. Donc la rejouabilité vient aussi de ces choix-là. Est-ce que je vais me faire une énorme brute qui va tout exploser ou est-ce que je vais me faire une plus petite brute mais qui va faire que tous les autres vont être encore plus brutaux? Il y a quand même pas beaucoup de « je vais être fin », ça n'existe pas de magie, peu de tir. Mais voilà, des choix à faire à ce niveau-là et aussi des choix à faire donc sur les 2 loges principales qui sont Vostarn et Greffier. On va maintenant passer à la présentation d'une liste, en tout cas d'une porte d'entrée en 1000 points pour se lancer dans Warhammer Age of Sigmar. Comme d'habitude, au niveau du cahier des charges pour ces listes, déjà, toutes celles qu'on va donner entre les différentes factions doivent être équilibrées. Ensuite, ça doit aussi être des bonnes portes d'entrée pour évoluer vers du 1000 à 2000 points. Ensuite, le fait d'être une bonne porte d'entrée pour passer de 1000 à 2000 points, donc rejouabilité d'une partie des figurines qu'on va acheter. Le fait aussi que, en termes de rejouabilité, on doit être capable de jouer dans toutes les sous-allégeances de son Battle Tome. Et enfin, de jouer sur le plus de phases possible du jeu pour justement avoir un petit peu de saveur au niveau du wargame. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors déjà, on va commencer par le général de la liste. On a décidé de mettre un père des runes, une unité que vous allez souvent voir dans pratiquement toutes les listes, mais on a décidé de le mettre sur Magmadros pour avoir un monstre dans son armée et casser un peu, on va dire, la monotonie peut-être du modélisme ou de la peinture, de n'avoir que des petits nains à peindre. En trait de commandement, vous pouvez le rendre encore plus fort en allant le faire taper 2 fois, mais on a décidé de le jouer, on va dire, pour cette partie-là, plus synergique, et d'aller chercher le trait de commandement qui est assez emblématique, qui vous permet de faire votre critique sur les runes, au lieu que ce soit sur un 6, c'est sur un 5 ou 6, qui est quand même assez fort. Vous pouvez parfaitement décider de changer et de le faire taper une 2e fois ou de le faire tanker plus fort. En trait de monture, par contre, pour le coup, encore 2 choix. Soit -1 sur les dégâts que vous allez subir, donc votre personnage synergisant va extrêmement bien tanker. Soit alors, on va découvrir pour la première fois ce qu'on appelle les fureurs monstrueuses. Donc tous les monstres, et le Magmadros est un monstre, en fin de phase de charge, peuvent déclencher différents types de fureurs. Crier sur l'adversaire pour lui faire peur, pour l'empêcher de se donner des ordres, ou piétiner. Soit un trait qui permet de piétiner plus fort,
littéralement 2 fois plus fort en termes Maximum de de stats, populaire. qui peut être très intéressant aussi, donc à vous de voir, plus de tanking, plus de létalité. En artefact, c'est pareil, il y a eu un choix, on a fait le choix pour le coup du tanking, avec un artefact qui lui permet pendant une phase d'avoir une protection à 3+, ce qui le rend extrêmement résistant. Faut imaginer, excusez-moi, hein, que le mec potentiellement il va avoir donc moins 1 dégât à chaque fois qu'on le tape, et qu'une fois par phase dans une partie, il va être capable de dire à chaque fois que je perds un PV, je jette un dé sur un 3+, je la perds pas. Voilà. Ou alors, si vous vous sentez, on va dire, un peu plus belliqueux, vous allez chercher la hache de Grimnir pour qu'il meule, pour le coup, beaucoup plus fort. La pelle à tarte. Donc, on a fait une proposition, on va dire, un peu équilibrée entre les dégâts qu'il peut faire, le tanking et le buff. Mais libre à vous, avec cette seule pièce, de changer complètement pour en faire un énorme marteau. Au contraire, d'aller lui chercher, on va dire, que des bonus de totem. À côté, le choix a été difficile entre le cœur qui aurait voulu choisir un Grimbrass Berserker pour aller faire ce fameux perso missile, mais dans notre cahier des charges, vous voulez jouer sur le plus de phases. Et pour jouer aussi principalement sur la phase de héros, on a rentré un prêtre pour avoir accès aux prières, notamment la course et charge pour ne pas être trop lisible, parce que trop lent et incapable de se projeter de manière fiable. On est allé chercher donc le Runesmiter qui va prendre la prière course et charge. On rappelle qu'il a également une très bonne prière générique, qui est +1 pour blesser, donc pour frapper pour le coup plus fort, et qui peut embarquer des unités avec lui pour faire ce qu'on appelle une frappe en profondeur, et arriver n'importe où sur la table à 9 pouces de l'adversaire. Au niveau des unités, c'est pareil, on a une unité de Berserker Atreguard. Ce sont des lignes à partir du moment où votre général est un rune phaser, mais si vous décidez par exemple que votre Runesmiter va être votre général, ce n'était plus des lignes. Donc on a mis 2 lignes génériques à côté, les fameux Vulkit, ça tank bien, ça se projette bien, et dans la liste qu'on vous propose en allégeance Vostarg, quand ils chargent, on rappelle qu'ils peuvent courir et charger via le prêtre, +1 pour toucher, +1 pour blesser, donc vous vous retrouvez avec des berserkers qui vont vous mettre beaucoup d'attaques en 2+2+, c'est relativement stable. Yes, et alors comment est-ce que tu les équiperais, puisque les Vulkits, on le sait, soit ils vont avoir 2 petites armes à pique, soit un bouclier qui est capable de renvoyer des dégâts quand eux ils en prennent, et pareil finalement pour les Hearthguard Berserker, soit le fait de passer dégâts 2, soit aussi le fait de tout miser sur la chance, et pour chaque 6 à la touche, faire directement 2 blessures mortelles. Il faut savoir que les Vulkits, vous avez 2 fiches d'unités qui sont différentes, donc soit équipées de 2 armes, soit équipées de boucliers pour quelque part un petit peu mieux tanker, mais comme on est en Vostarg, comme on a pris la course et charge, le but c'est d'optimiser leur bonus, +1 touche, +1 pour blesser quand ils vont charger, donc on les a mis en 2 armes pour taper plus fort. Le problème, c'est qu'on peut avoir des difficultés à pénétrer les trop grosses sauvegardes d'armure de l'adversaire, par exemple sur la liste Stormcast qu'on a présentée avant, les sauvegardes à 3, voire à 2 des dragons, des Vindictors, ça peut être un petit peu compliqué. Il n'y a pas que le Magmadrot, il va falloir utiliser au moins une autre unité. C'est pour ça que nos Berserkers Atreguard sont équipés de l'arme qui permet sur un 6 pour toucher de faire 2 blessures mortelles. La bardiche. Pour pouvoir aller chercher justement les unités qui auraient une trop grosse sauvegarde. Yes, après, encore une fois, là c'est une proposition, vous pouvez complètement changer. Et même, je peux vous dire qu'en tout cas, quand vous jouez des Hearthguard Berserker, même si vous jouez le fléau qu'on appelle la bardiche ou alors la grosse hache, vous pourrez jouer comme vous voulez, votre adversaire vous l'autorisera, ou en tout cas, changer de pote si jamais il vous l'autorise pas. Ensuite, par rapport justement à la liste des achats, ça va être super puisqu'on va se baser tout simplement sur l'avant-garde, c'est-à-dire la boîte proposée par Game Workshop qui vaut chez eux 105 €, dans lequel vous allez trouver 2 packs de Vulkit, un pack de Berserker et en plus de ça, un personnage avec une bannière. J'ai bien dit personnage avec une bannière et pas le nom spécifique de cette figurine-là. Donc vous allez pouvoir l'utiliser fidèlement soit comme le Béni Forgeron, la vraie figurine qui est dans ce kit-là, qui est un excellent porteur d'artefacts, qui est une bannière qui permet de mieux tanker et aussi potentiellement d'ignorer les effets des sorts sur un 4+, à côté de lui. Ou alors tout simplement, vous en moquez, vous allez pouvoir le jouer aussi comme la nouvelle figurine qui permet de compter le nombre de morts à côté de lui pour provoquer des charges et jouer un petit peu plus en réaction. Ensuite, on va avoir bien évidemment le kit avec le Magmadrot. Dans le kit du Magmadrot, vous allez pouvoir assembler plein de personnages différents, aussi bien sur le Magmadrot que à côté de lui en personnage d'infanterie. Vous allez vous retrouver donc dans ce kit-là, en plus du Magmadrot, 2 prêtres, le père des runes et le fils des runes. Et donc, juste avec ces 2 kits-là, 192 € chez Game Workshop, vous allez avoir une très belle armée de 1000 points pour commencer, très évolutive à 2000 points. Si jamais vous allez sur une boutique partenaire qui vous fait une réduction, notamment Wargame Spirit, le lien est en description, et ben vous allez la toucher à 163 €. On vous a pas mis volontairement le décor qui est la forge, qui permet, si on a un prêtre à côté, de tout simplement pouvoir passer ses prières à +1, soit pour lui, soit pour les copains en bulle, et aussi de pouvoir faire péter la forge pour pouvoir justement avoir un petit buff sur toute son armée pendant un tour entier. Mais si jamais vous reste 35 € dans votre budget, vous pouvez complètement l'intégrer. Le surcroît du prix au niveau du panier d'achat ne justifiait pas, on va dire, avec un seul prêtre dans la liste pour un petit bonus, mais évidemment, si vous pouvez vous le permettre, faites-le, c'est toujours un bonus qui est bon à prendre. Et comme tu l'as dit, ça répond au cahier des charges, toutes les figurines sont évolutives, notamment les multiples personnages à pied ou montés que vous pouvez faire à partir du kit du Magmadrot, qui est assez extraordinaire pour ça. Aller chercher un fils des runes, ou aller chercher un Grimbrass Berserker, alors c'est pas la même figurine, mais un fils des runes équipé d'armes, notamment des haches de Grimnir,
Personne ne vous dira qu'un nain énervé avec une hache ne ressemble pas à un nain énervé avec une hache, donc vous pouvez tout jouer. Ça offre quand même pas mal de modularité. Et pour évoluer un peu l'armée, on pourra par exemple renforcer le pack de Berserker Atreguard, jouer un Berserker de Atrecolère qui est quand même vraiment extraordinaire à jouer en termes de projection, ce genre de choses. Et là, peut-être quitter Vostark pour aller chercher Greffier, pour avoir accès à plus d'artefacts, pour pouvoir jouer le personnage porteur de la bannière dont tu as parlé tout à l'heure, qui est dans la boîte, que vous ne jouez pas à 1000 points, que vous jouerez dès 1500. Allez se prendre ce petit Berserker, allez jouer un fils des runes qui va bénéficier des gardes du corps, en fait, justement, avec les berserkers à côté et les renforcer, ce genre de choses. Donc, tout est jouable dans la liste pour une évolution. Et après, ça va être à vous de décider. Plus de prières, renforcer les unités, jouer plus d'unités différentes. Tout est libre. Comment est-ce que tu la jouerais, justement, alors, cette liste? Déjà, 2 optiques, soit tout sur table, et on va être capable de lancer la prière de courir à charger dès le T1, ou alors, justement, en fait. Difficile de te répondre sans connaître le scénario et l'adversaire. Évidemment, si vous avez beaucoup de tirs en face de vous, peut-être protéger ces unités, en partant du principe que notre père des runes sur Magmadros, lui, va quand même bien tanker, notamment grâce à son artefact. Si ça tire moins en face, ou que les objectifs, par exemple, sont au milieu de la table, peut-être moins besoin de cette projection via la frappe en profondeur. Tout simplement, la course et charge va suffire. Et mine de rien, pouvoir lancer les prières dès le premier tour, c'est quand même un avantage. Donc, à voir en fonction de l'adversaire. Après, évidemment, vous êtes quand même là pour vous projeter. Vous avez quand même un certain nombre de figurines sur la table. Mais vous n'êtes pas, on va dire, dans les archétypes extrêmement tanky avec 2 grosses unités de berserkers qui vont compter sur leur protection à 4, etc. pour encaisser. Vous êtes là pour porter le combat chez l'adversaire et notamment vous servir d'un certain budget en points investis dans Vokman Madrot pour le rentabiliser. Il ne peut pas simplement rester derrière, dire je tank bien et j'utilisais mon trait de général pour faire des critiques sur les runes sur 5-6 ou le cheese. Il est quand même là pour aller frapper. Encore plus si vous l'avez par exemple équipé de la hache de Grimnir dans ce genre de choses. Donc portez le combat chez l'adversaire en gardant une de vos unités quand même pour tenir les objectifs chez vous. Concentrez-vous sur les tactiques secondaires, pas si compliquées à marquer avec ce Battle Tome là, pour aller chercher des points le plus vite possible. L'attrition est quand même assez souvent à votre avantage par rapport à la mobilité, même si on a tout fait justement pour compenser le mouvement 4 de la plupart de l'armée, avec notamment la course et charge. En tout cas, je trouve que c'est une super belle liste en 1000 points. On est clairement dans la lignée quand on voit justement les autres Battle Tomes d'une liste qu'on a tous envie de jouer. C'est génial, on a envie de commencer cette collection. Là en plus, on est vraiment pas cher. On est à 160 € pour commencer en 1000 points Warhammer Age of Sigmar avec que des figurines dernière génération, magnifiques, et une armée avec une vraie âme. Franchement, c'est top. Et une évolution potentielle, parce que le petit personnage que vous n'aurez pas monté dans le kit du Magmadrot, vous vous en servirez plus tard. Celui qui est dans la patrouille, vous vous en servirez plus tard. Et tout le monde joue des berserkers et tout le monde joue des vulkites. Donc dans tous les cas, c'est des unités qui vous serviront toujours. Même si vous polarisez votre liste, on va dire, sur des grosses unités, ce qu'on appelle des Death Star de berserkers, vous aurez besoin d'unités gardiens de but pour tenir vos objectifs. Et vos vulkites qui, dans cette proposition de liste à 1000 points, sont peut-être un peu vos marteaux, eh bien deviendront vos enclumes et vos gardiens de but. Donc dans tous les cas, tout est rejouable, vous faut y aller les yeux fermés. Yes, écoute, en tout cas, un grand merci à toi justement d'être venu nous aider à commencer Warhammer Age of Sigmar avec des petits nains super stylés. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.